La vérité est un poison que la majorité des gens préfèrent ne pas goûter. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils sont sages, d'une manière que l'intelligence conventionnelle reconnaît rarement. Ils ont instinctivement compris que certaines vérités détruisent la capacité de fonctionner dans le monde tel qu'il est construit. L'ignorance collective n'est pas un défaut du système humain, c'est sa caractéristique la plus essentielle. C'est la colle invisible qui maintient la civilisation unie, l'anesthésique nécessaire qui rend la vie en masse tolérable. Le troupeau n'élimine pas l'ignorance par faiblesse, mais par survie. Parce que voir trop clairement est incompatible avec vivre paisiblement. Chaque société fonctionne sur un fondement de mensonges consensuels. Ces mensonges ne sont pas nécessairement des faussetés délibérées, mais plutôt des vérités à moitié, des simplifications commodes, des récits réconfortants qui permettent à des millions de personnes de coexister sans s'effondrer sous le poids de la complexité insupportable de la réalité. Lorsque tout le monde accepte de croire à la même fiction, cette fiction acquiert le pouvoir de la vérité dans le système social. L'argent est un papier sans valeur intrinsèque jusqu'à ce que nous convenions tous qu'il en a une. La loi est de l'encre sur du papier jusqu'à ce que nous acceptions tous de nous y soumettre. La nation est une frontière imaginaire jusqu'à ce que des millions soient prêts à tuer et à mourir pour elle. L'ignorance collective n'est pas l'absence de connaissance. C'est l'accord tacite de ne pas examiner de trop près les fictions qui nous soutiennent. Nietzsche l'a appelé la morale du troupeau, un système de valeurs conçu non pas pour l'excellence individuelle, mais pour la cohésion du groupe. Le troupeau exige conformité, prévisibilité, la suppression de tout ce qui dépasse trop dans n'importe quelle direction. Les valeurs du troupeau ne sont pas celles de la vérité ou de la grandeur, ce sont celles de la sécurité et du confort. Mieux une mentira que tout le monde partage qu'une vérité qui divise. Mieux la médiocrité harmonieuse que l'excellence perturbatrice. Mieux l'illusion collective que la clarté solitaire. Le troupeau ne cherche pas la sagesse, il cherche le réconfort, et trouve ce réconfort dans la validation mutuelle d'ignorance partagée. Cette dynamique devient visible lorsque l'on observe comment les sociétés réagissent face à ceux qui refusent de participer aux fictions collectives. L'individu qui souligne les incohérences fondamentales, qui remet en question les hypothèses de base, qui refuse de faire semblant que les contradictions évidentes n'existent pas, est immédiatement marqué comme problématique. Non pas parce qu'il a tort, mais précisément parce qu'il a raison de manière qui menace le fonctionnement du système. La société peut tolérer la critique superficielle, voire même l'encourager comme preuve de son ouverture. Mais elle ne peut pas tolérer la critique fondamentale, la remise en question si profonde qu'elle menace de déstabiliser les fictions nécessaires sur lesquelles tout est construit. L'enfant qui crie que l'empereur est nu n'est pas célébré comme porteur de vérité. Il est réduit au silence comme perturbateur de l'ordre social. Parce que tout le monde peut voir que l'empereur est nu. La fonction du conte n'est pas de révéler une vérité cachée, mais d'illustrer que l'ignorance collective est un acte de volonté, non d'incapacité. Les adultes dans l'histoire ne sont pas aveugles, ils sont complices. Ils ont appris la leçon fondamentale de la vie sociale. Il vaut mieux laisser certaines vérités non dites, car les articuler détruit le tissu de l'illusion partagée qui rend possible la coopération. Cette complicité commence tôt, dans le processus même de socialisation. Les enfants naissent en tant que petits philosophes sauvages, remettant tout en question, refusant d'accepter des réponses qui ne satisfont pas leur logique innée. Mais le système éducatif, la famille, toute la société travaillent systématiquement à domestiquer cette curiosité dangereuse. Pas par une suppression violente qui serait trop évidente, mais par des récompenses subtiles pour la conformité et des punitions tout aussi subtiles pour la dissidence. L'enfant apprend rapidement que poser des questions gênantes conduit à l'isolement, tandis que répéter les bonnes réponses mène à l'approbation. On ne lui apprend pas directement quoi penser, mais on lui enseigne que certains types de pensées sont socialement coûteux alors que d'autres sont socialement rentables. Lorsque l'on atteint l'âge adulte, ce conditionnement est si complet que la majorité des personnes ne sont même pas conscientes que cela se produit. Elles ont internalisé les frontières du pensable, les limites du questionnable, les territoires du discours qui échappent à l'examen critique. Ces frontières n'ont pas besoin d'être imposées de l'extérieur, car elles sont déjà gravées dans la structure même de leur pensée. Le troupeau s'autodiscipline, chaque membre surveillant et corrigeant les déviations des autres,
tous participant à la police de la pensée sans qu'une autorité centrale ait besoin de le commander. La beauté perverse de ce système est qu'il se présente comme son opposé. Les sociétés occidentales contemporaines se targuent de leur liberté d'expression, de leur ouverture au débat, de leur tolérance à la diversité d'opinions. Et cette autoperception n'est pas totalement fausse. Vous pouvez exprimer une large gamme d'opinions sans être emprisonné ou exécuté. Mais la liberté d'expression sans conséquences sociales est une fiction. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais si ce que vous dites remet en cause profondément les orthodoxies du moment, vous ferez face à l'ostracisme social, à la perte d'opportunités professionnelles, à l'exclusion des espaces publics. La censure contemporaine ne vient pas de l'État, mais du troupeau lui-même, qui a appris à se défendre contre des idées menaçantes par l'exclusion et la disqualification plutôt que par l'interdiction légale. Ce mécanisme de contrôle social est beaucoup plus efficace que toute forme de censure étatique car il est diffus et invisible. Il n'y a pas de censeur officiel à qui faire appel, pas de loi spécifique à contester. Il n'y a que le poids cumulatif de milliers de micro-décisions sociales qui, collectivement, rendent certaines idées impensables, non pas parce qu'elles sont interdites, mais parce que les exprimer a un coût social que la majorité n'est pas prête à payer. Le troupeau se protège lui-même par la menace constante de l'exil. Et cette menace suffit à maintenir la majorité dans les limites acceptables de la pensée sans besoin de violence explicite. La psychologie des masses qui soutient cette dynamique a été brillamment documentée par Gustave Le Bon dans son ouvrage sur la psychologie des foules. Le Bon a observé que les individus en groupe se comportent de manière fondamentalement différente de celle qu'ils auraient seuls. La foule a une propre mentalité, une intelligence collective qui est invariablement inférieure à celle de ses membres individuels. Dans la foule, les personnes perdent leur capacité de pensée critique, leur sens de la responsabilité personnelle, leur inhibition morale. Elles deviennent suggestibles, émotionnelles, susceptibles à des récits simplistes. La foule ne raisonne pas, elle réagit. Elle n'analyse pas, elle ressent. Elle ne remet pas en question, elle croit. Cette régression cognitive qui se produit dans les contextes de groupe n'est pas une erreur, c'est une caractéristique. La survie de l'espèce pendant la majeure partie de l'histoire humaine dépendait de la cohésion du groupe et non de la brillance individuelle. Les ancêtres qui remettaient constamment en question les décisions du groupe, qui refusaient de se conformer aux normes tribales, qui insistaient sur leur perspective individuelle face au consensus collectif, avaient moins de chances de survivre et de se reproduire que ceux qui supprimaient leurs doutes et suivaient le troupeau. L'évolution a sélectionné la conformité parce que la conformité était adaptative dans des environnements où l'isolement du groupe équivalait à la mort. Acronyme. Le cerveau humain moderne porte cet héritage évolutif. Nous sommes programmés au niveau neurologique pour rechercher l'approbation du groupe, pour nous conformer aux normes sociales, pour ressentir une douleur psychologique lorsque nous sommes exclus. Les études d'imagerie cérébrale montrent que le rejet social active les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Être exclu du troupeau n'est pas seulement inconfortable émotionnellement, c'est littéralement douloureux au niveau neuronal. Cette architecture cérébrale fait de l'ignorance collective le chemin de moindre résistance. Remettre en question les orthodoxies du groupe nécessite de surmonter des impulsions neurologiques profondes qui nous poussent vers la conformité. Et le groupe le sait. Le troupeau, dans sa sagesse collective inconsciente, a développé des mécanismes sophistiqués pour identifier et neutraliser les dissidents potentiels. Le premier de ces mécanismes est l'étiquetage. Toute personne qui remet en question de manière trop agressive les récits dominants est immédiatement catégorisée par des étiquettes qui la discréditent. Conspirationniste, extrémiste, fou, dangereux. Ces étiquettes fonctionnent comme des signaux d'alerte pour le reste du troupeau, marquant l'individu comme étant hors des limites du discours respectable. Une fois étiqueté, tout ce que cette personne dit peut être rejeté sans besoin de l'examiner sérieusement, car l'étiquette elle-même suffit comme preuve que ces idées ne méritent pas d'être prises en considération. Le deuxième mécanisme est la ridicule. Les idées qui menacent l'orthodoxie du troupeau ne sont pas sérieusement débattues, elles sont transformées en objets de moquerie. Le rire est une arme sociale dévastatrice car il transforme le défi intellectuel en spectacle comique. Lorsqu'une idée peut être ridiculisée efficacement, elle perd son pouvoir de menace. Il n'est plus nécessaire de la réfuter logiquement.
Il suffit de la transformer en une blague. Le troupeau se protège par l'humour, utilisant le rire collectif pour indiquer quelles idées sont hors des limites de ce qui est acceptable. Le troisième mécanisme est la moralisation. Les idées qui défient l'orthodoxie ne sont pas simplement incorrectes, elles sont moralement répugnantes. Remettre en question certaines narrations n'est pas une erreur intellectuelle, c'est un défaut de caractère. Cette stratégie est particulièrement efficace car elle transforme le désaccord intellectuel en jugement moral. Nous ne débattons plus de faits ou d'interprétations. Nous évaluons la décence fondamentale des personnes. Et dans ce domaine, le troupeau gagne toujours, car il définit ce qui compte comme décence. Être déclaré immoral par le troupeau est le prélude à une exclusion sociale totale. Ces mécanismes fonctionnent avec une telle efficacité que la plupart des personnes ne développent jamais de pensée véritablement indépendante. Ce qu'elles croient être leurs opinions personnelles sont en réalité les opinions de leur tribu, internalisées et vécues comme les leurs. Cela ne leur est pas évident, car l'intériorisation a été si complète que les frontières entre leur propre pensée et la pensée de groupe se sont complètement estompées. Ils croient avoir abouti à leurs conclusions par réflexion personnelle, alors qu'en réalité, ils ont suivi le chemin de moindre résistance sociale, en adoptant les croyances qui maximisent leur acceptation au sein de leur groupe de référence. La preuve de cela devient claire lorsque vous observez comment les opinions des personnes ont tendance à se regrouper selon leur démographie. La tribu politique, la classe socio-économique, la géographie, l'éducation, tous ces facteurs prédisent avec une précision étonnante quelle opinion personnelle un individu aura sur une large gamme de sujets. Si la pensée était vraiment indépendante, nous nous attendrions à voir des distributions plus ou moins aléatoires d'opinions. Au lieu de cela, nous voyons des corrélations parfaites. Les gens pensent comme leur tribu pense, et ils appellent cela une pensée indépendante. Cette illusion d'autonomie intellectuelle est peut-être la forme la plus insidieuse d'ignorance collective. Nous ne sommes pas seulement conformistes, nous sommes conformistes qui croient être rebelles. Nous ne faisons que répéter les narrations du troupeau, que nous défendons comme si elles étaient nos découvertes personnelles. La plupart des personnes qui se considèrent comme des penseurs critiques ne sont simplement que membres d'un troupeau différent, celui qui se définit par son opposition à un autre troupeau, mais qui fonctionne selon la même dynamique de conformité de groupe. Le rebelle qui adopte toutes les opinions de la contre-culture n'est pas moins conformiste que le conservateur qui adopte toutes les opinions du système. Les deux ont choisi une tribu et ont adopté son ensemble complet de croyances préemballées. La véritable indépendance intellectuelle est si rare qu'elle est presque inexistante. Elle nécessite non seulement de rejeter les orthodoxies dominantes, mais aussi de rejeter les orthodoxies du rejet. Elle exige d'être prêt à être seul, sans le confort d'aucune tribu. Elle demande de développer des opinions qui ne s'accordent pas ordinairement avec aucun paquet idéologique préexistant qui vous mettent en désaccord avec tous les côtés de chaque débat. Elle requiert la volonté d'être constamment inconfortable, de ne jamais trouver un foyer intellectuel où toutes vos croyances soient validées. C'est une position psychologiquement insoutenable pour la majorité des personnes. L'isolement intellectuel complet est une forme de torture que peu peuvent supporter longtemps. C'est pourquoi la majorité choisit le troupeau. Pas parce qu'ils sont trop stupides pour penser par eux-mêmes, mais parce qu'ils sont suffisamment sages pour reconnaître que penser par eux-mêmes les condamnerait à une existence d'aliénation perpétuelle. Le troupeau offre quelque chose que la vérité ne peut offrir, l'appartenance. Et pour la majorité des humains, le besoin d'appartenance dépasse le besoin de vérité. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une réalité psychologique. Nous sommes des animaux sociaux, dont l'architecture mentale a été façonnée par des millions d'années à vivre en groupe, où l'exclusion signifiait la mort. On ne peut pas simplement annuler cette programmation par la force de volonté. L'ignorance collective offre également une autre forme de consolation rarement reconnue, la dilution de la responsabilité. Lorsque tout le monde croit la même chose, lorsque tout le monde participe à la même erreur, aucun individu n'a besoin de porter le poids entier de l'erreur. Le troupeau offre une couverture morale. Si vous vous êtes retrouvé du mauvais côté de l'histoire, au moins vous n'étiez pas seul. Des millions ont partagé votre erreur, ce qui d'une certaine manière la rend moins honteuse. La culpabilité collective est plus tolérable que la culpabilité individuelle.
Se tromper avec le troupeau est pardonnable. Être en désaccord avec le troupeau et se retrouver dans l'erreur est impardonnable. Cette dilution de responsabilité permet des atrocités massives. Les expériences de Stanley Milgram sur l'obéissance à l'autorité ont montré que des personnes ordinaires sont capables d'infliger de graves douleurs à autrui lorsqu'elles agissent sous l'ordre d'une autorité perçue comme légitime. Mais ces expériences ont également révélé autre chose. La présence d'autres participants augmente considérablement la disposition à obéir. Lorsque vous voyez que d'autres font la même chose, votre résistance intérieure s'affaiblit. Le troupeau normalise le comportement. Peu importe à quel point ce comportement est aberrant lorsqu'il est examiné hors du contexte du groupe. Les génocides, les atrocités massives, les crimes contre l'humanité sont rarement perpétrés par des sadiques solitaires. Ils sont réalisés par des personnes ordinaires, opérant au sein de troupeaux qui ont collectivement convenu d'une définition de la réalité justifiant l'injustifiable. Les auteurs de l'Holocauste n'étaient pas des monstres exceptionnels. Ils étaient des bureaucrates ordinaires suivant des ordres, participant à une ignorance collective quant à l'humanité de leurs victimes. La déshumanisation est un acte collectif, un accord collectif de ne pas voir ce qui est devant nos yeux. Et une fois que le troupeau a convenu de ne pas voir quelque chose, cela devient invisible pour tous ses membres, peu importe à quel point cela est évident pour quiconque regarde de l'extérieur. Voici la traduction en français. C'est l'obscurité au cœur de l'ignorance collective. Elle ne nous protège pas seulement des vérités inconfortables sur le monde, mais aussi des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Le troupeau nous permet de participer à des systèmes d'exploitation et de violence tout en conservant notre image de personnes bonnes et morales. Nous pouvons consommer des produits fabriqués par du travail esclavagiste tout en étant indignés par l'injustice en abstrait. Nous pouvons soutenir des politiques qui causent des souffrances massives tout en dormant paisiblement la nuit. Nous pouvons être complices d'atrocités tout en nous considérant innocents. Le troupeau fournit les récits qui rendent possible cette dissonance cognitive, les histoires que nous nous racontons pour éviter de confronter notre participation à des systèmes que, si nous les examinions honnêtement, nous trouverions moralement répugnants. L'ignorance collective sur la structure de l'économie mondiale est un exemple parfait. La majorité des personnes dans le monde développé vivent des modes de vie matériellement confortables qui dépendent directement de l'exploitation systématique des travailleurs dans le monde en développement. Chaque produit bon marché que vous achetez a été rendu possible par quelqu'un quelque part travaillant dans des conditions que vous considéreriez comme intolérables. Chaque appareil électronique contient des minéraux extraits par le travail des enfants. Chaque vêtement bon marché a été cousu par quelqu'un gagnant quelques centimes de l'heure. Ce n'est pas une information cachée. Elle est disponible pour quiconque souhaite la rechercher. Mais le troupeau a collectivement convenu de ne pas la rechercher trop agressivement, de ne pas examiner de près les chaînes d'approvisionnement qui rendent notre confort possible. Cette ignorance n'est pas accidentelle, elle est cultivée. Parce que si nous internalisions réellement la connexion directe entre notre consommation et la souffrance qui la rend possible, nous devrions changer notre comportement ou faire face à la dissonance insupportable de nous reconnaître comme des auteurs indirects de l'exploitation. Les deux options sont coûteuses psychologiquement. Changer de comportement nécessite un sacrifice. Reconnaître la complicité exige de renoncer à l'image de soi en tant que personne morale. Alors, le troupeau trouve une troisième option. L'ignorance sélective. Tu ne nies pas que l'exploitation existe, tu ne penses simplement pas trop à elle. Elle reste une connaissance abstraite qui ne se connecte jamais émotionnellement à tes actions quotidiennes. Cette compartimentalisation psychologique est la capacité suprême du troupeau. Nous pouvons maintenir simultanément des croyances contradictoires tant que nous ne les examinons jamais côte à côte. Nous pouvons proclamer des valeurs que nous violons constamment en pratique, tant que nous maintenons ces valeurs dans une catégorie mentale séparée de nos actions. Le troupeau nous enseigne non seulement quoi croire, mais aussi quoi ne pas examiner de trop près. Il nous enseigne l'art de la cécité volontaire, la capacité de regarder sans voir, de savoir sans comprendre, d'agir sans réfléchir. Et cette compétence devient de plus en plus sophistiquée à l'ère de l'information. Contrairement aux attentes utopiques des premiers prophètes d'Internet, l'accès illimité à l'information n'a pas créé une population plus informée et plus critique. Il a créé une population submergée qui se retire dans des chambres d'écho où son ignorance préférée est constamment renforcée.
Les algorithmes des réseaux sociaux ont perfectionné l'art de vous donner exactement la version de la réalité que vous préférez, en filtrant les informations qui remettraient en question vos croyances existantes. Vous n'avez pas besoin de chercher activement votre troupeau, le troupeau vous trouve automatiquement, rassemblant toutes les personnes partageant vos biais et leur présentant une réalité soigneusement sélectionnée qui confirme qu'ils ont raison. Voici la traduction en français. C'est l'ignorance collective dans sa forme la plus avancée. Elle ne nécessite même plus de consensus actif. Elle est générée algorithmiquement, personnalisée pour chaque utilisateur, créant des millions de petits troupeaux, chacun convaincu de détenir la vérité tout en vivant dans une bulle informationnelle hermétique. La fragmentation de la réalité consensuelle n'a pas éliminé la dynamique du troupeau, elle l'a multipliée. Nous avons maintenant d'innombrables troupeaux, chacun ignorant de manière légèrement différente, chacun convaincu de sa supériorité sur les autres troupeaux, tous participant à la même structure fondamentale d'ignorance collective mutuellement validée. Le réconfort offert par le troupeau est si puissant que même ceux qui reconnaissent intellectuellement ces mécanismes ont du mal à leur résister. Vous pouvez parfaitement comprendre comment fonctionne la psychologie de masse, et pourtant, vous vous retrouvez à y céder dans votre propre vie. La connaissance théorique n'annule pas la programmation évolutive. Votre cerveau continuera à aspirer à l'appartenance, à ressentir la douleur du rejet social, à rechercher la validation du groupe même lorsque vous savez que ce groupe participe à une ignorance collective. La conscience de soi ne suffit pas pour échapper au piège, car voici la vérité ultime sur l'ignorance collective. Elle est, à bien des égards, plus fonctionnelle que la clarté individuelle. Le troupeau peut coordonner une action massive. Le troupeau peut construire des civilisations. Le troupeau peut mobiliser des ressources pour des projets qu'aucun individu ne pourrait réaliser seul. L'ignorance partagée crée de la cohésion, et la cohésion crée du pouvoir. Une population d'individualistes pensants, chacun remettant constamment en question, chacun refusant de se conformer, ne pourrait jamais s'organiser de manière suffisamment efficace pour construire des villes, maintenir des armées, créer des économies complexes. La civilisation elle-même dépend du fait que la majorité des gens, la majorité du temps, acceptent des narrations simplifiées sans les remettre en question trop profondément. Alors, vous faites face à un choix impossible. Vous pouvez rejoindre le troupeau, accepter leur ignorance, profiter de leur consolation, participer à leur pouvoir collectif. Ou vous pouvez rester en dehors, préserver votre clarté, supporter l'isolement, accepter votre impuissance. Les deux options ont des coûts élevés. Le troupeau vous offre l'appartenance en échange de votre capacité à penser indépendamment. La solitude vous offre la clarté en échange de votre capacité à fonctionner efficacement dans le monde social. Il n'y a pas de synthèse heureuse entre ces options. Vous ne pouvez pas avoir à la fois la vérité complète et l'appartenance totale. Le prix de la clarté est l'exil. Le prix de l'appartenance est la cécité. La question que tu dois te poser, et tu dois te la poser avec une honnêteté brutale, est celle-ci. Combien de vérités es-tu réellement prêt à supporter? Parce que la vérité complète t'isolera complètement. Elle te mettra en désaccord avec tous les troupeaux. Elle te laissera sans foyer intellectuel, sans tribu qui valide tes perceptions, sans communauté qui partage ta vision de la réalité. Peux-tu vivre ainsi? Ou as-tu besoin du réconfort du troupeau, même si ce réconfort est emballé avec des ignorances que tu sais être des ignorances? La majorité choisit le troupeau, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont humains. La véritable question n'est pas pourquoi tant choisissent l'ignorance collective. La véritable question est: pourquoi crois-tu que tu es différent?